La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Sur Urban FM avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment s'est passé le week-end? Il était très bien dans l'ensemble. Tu étais en voyage? Oui. Tu étais à OIM? Oui, j'ai fait un déplacement à OIM, comme on dit, au paradis. Au paradis? C'est comme ça, c'est le sobriquet maintenant d'OIM, le paradis. Puisque tu habites à Mandestate, donc OIM, c'est le paradis en fait. N'importe quoi, vraiment. Et la route, comment elle est? Ouh, la route... Sans langue de bois, Bon, s'il vous plaît. non, je n'ai jamais été dans la langue de bois, je n'en mange pas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en partie, on peut juger la qualité de l'infrastructure routière sur la base des déplacements qu'on peut effectuer. Il suffit juste de partir du PK12 et arriver à... Est-ce que je peux aller avec ma voiture à OIM? Ouais, mais tu iras très lentement de Ntoum jusqu'à, on va dire, jusqu'à Kango, et après Kango également du péage qui est à Kango jusqu'au village qu'on appelle Nsilé. Parce que la route n'est pas très bonne, mais après il faut t'attendre à ce que lorsque tu arrives au niveau de Bifoun, tu vas également slalomer entre des gros trous béants sur la voie qui sont entre Bifoun et Ndjolé. Bon, la route, c'est comme on dit souvent, c'est comme moi je dis que la bouche c'est comme la bouche, enfin la route c'est comme la bouche, donc si tu ne la nettoies pas, évidemment il y aura des émanations. La route, lorsqu'elle n'est pas entretenue, lorsqu'il n'y a pas un suivi, évidemment on va finir par avoir des cratères qui vont se créer. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est sorti des nids de poules, on est vraiment dans des vrais cratères où vous avez par exemple des trous qui font à peu près 20 à 30 cm De profondeur. de profondeur. Seigneur Jésus. Voilà, donc et qui peuvent traîner sur 1 mètre, voire 2. Et malgré vous pouvez avoir un 4x4, mais vous ressentez quand même l'impact de ces trous-là sur le véhicule. Comment les gens font pour rouler sur cette voie-là? Mais ils vont lentement, les tronçons que j'ai cités. Qui va lentement, va sûrement. Les tronçons que j'ai cités. C'est le proverbe des ministères des TP. C'est des nouveaux trous, Mosley? Je ne pense pas C'est que le ce soit slogan du ministère des TP. Qui va lentement, va sûrement. Oui, je demande à Mosley si c'est des nouveaux trous, parce que je pense que les gens du ministère des TP et tout ça, ils doivent bien avoir emprunté cette voie à un Leur moment intention, donné. c'est qu'on aille doucement. En fait, d'accord, pour ce qu'il aller faut dire, c'est qu'au sûrement. départ, c'était pas, c'est une situation qui date pratiquement du premier mandat du président de la République, notamment autour des années 2014, 2015. C'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qu'on a souvent fait, c'est que lorsqu'il y a une très forte demande, notamment lorsque on a eu par exemple la route qui a été coupée à un moment, le chef d'État a dû lui-même d'ailleurs faire il a fait le déplacement sur le terrain, par exemple pour le cas de Essassa où la route, une buse était sortie de son emplacement. Le chef d'État a dû mobiliser le génie militaire pour aller sur le terrain et pallier au problème. Ensuite, il y avait il y a les broubières qu'on connaît d'habitude, hein, notamment entre Ntoum et Kango, et qui souvent demandaient à ce qu'il y ait un reprofilage de la voie. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait du colmatage, hein, on amène juste des gravats, donc des pierres, donc des cailloux qu'on déverse, mais après, il n'y a pas de suivi des travaux. Je me rappelle qu'à un moment, il y avait même une entreprise chinoise, et d'ailleurs, on avait posé cette question-là lorsque M. Arnaud Kandix Nganji était ministre des TP. On lui avait posé la question sur ce tronçon-là. Il disait que il y a eu des soucis en termes de contrat et consorts avec l'entreprise adjudicataire. Mais ce qui se trouve aujourd'hui, c'est que cette entreprise qui avait déjà pratiquement pris ses quartiers dans une zone au niveau de ce tronçon n'y est même plus, donc elle est partie. Et là, on se demande ce qui se passe. Et tout le monde se rappelle que lors d'une grande interview accordée à des journalistes de Gabon 24 et Gabon Première, l'ancien Premier ministre Julien Korbenkel avait indiqué aux populations que les travaux allaient démarrer au mois de juillet. Et que si ça ne se faisait pas, le chef de l'État avait la possibilité où il devait déposer sa démission. Et bon,
est-ce que c'est un hasard de calendrier ou est-ce que c'était pour coller à sa parole que le fait qu'il n'y ait pas de route, parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui entre le PK12 et Ntoum, Qui devait poser sa démission? Julien Corbecalin. Ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui entre le PK12 et Ntoum, c'est que il y a eu, on va dire quoi, on a mis une bande roulante, mais cette bande là, c'est juste pour essayer de cacher le fait qu'il n'y a pas de travaux en fait. Qu'est-ce qu'on appelle une bande roulante? C'est là qu'on a juste versé du bitume. On a essayé d'étaler le coltan. Voilà, on a essayé d'étaler du bitume pour que ça paraisse comme une route travaillée, mais c'est pas travaillé au fond. Donc, dès cet instant, est-ce que c'est un hasard de calendrier qu'au mois de juillet, après qu'il y ait d'abord eu un conseil interministériel où finalement l'ancien Premier ministre avait annoncé que les travaux devaient reprendre au mois de septembre, est-ce que ce n'est pas peut-être cette insatisfaction de l'incapacité à pouvoir tenir ces promesses que le chef d'État a jugé utile de le démettre de ses fonctions? Là, ça reste de l'ordre des juges, de l'appréciation du chef de l'État, puisque personne ne sait qu'est-ce qui a conduit au départ de Julien Corbecalin. Mais les faits sont là. La route est toujours en état comme il y a 2-3 ans, on va dire même 6 ans, parce que il n'y a pas de travaux qui sont menés concrètement sur le terrain. Libreville-Ntoum, on n'a pas fait des travaux? Libreville-Ntoum, c'est ce que je dis, il y a eu juste un semblant, on a versé du goudron, ou ce que d'après j'appelle le coltan, juste pour donner, comme on dit souvent en langue, l'aspect du serpent noir en fait. Mais sinon, au fond, il n'y a rien n'a été fait réellement pour travailler cette voie définitivement, pour qu'elle soit aussi praticable, par exemple que PK6, PK12 ou encore une zone entre, on va dire, par exemple, Medouman-Lalara, par exemple. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, il faudrait aujourd'hui qu'on soit en mesure de pouvoir travailler cette voie parce qu'elle ralentit énormément le trafic routier, mais également les échanges commerciaux entre les différentes provinces et Libreville. Vous savez que c'est la seule voie d'accès au niveau de la capitale. Et dès cet instant, c'est les populations de l'intérieur du pays charrient leur vie, leurs produits, des marchandises et tout ce qu'on veut, et sans oublier le transport des personnes qui s'effectue sur cette route centrale de notre pays, et bien qu'on soit dans des postures où un tronçon sur lequel vous devez normalement faire 45 minutes, vous en êtes à 1h30, c'est quand même trop long. C'est énorme. C'est énorme. On parle de quoi ce matin? Alors ce matin, on parle de l'actualité. Deux actualités principales. Hein. Il y a la première qui concerne Zakari Mimboto, que beaucoup de personnes connaissent comme le président de l'Union nationale, qui est... Ah non, on ne peut plus le présenter en réalité au niveau de l'aspect politique national, dans la mesure où il fait partie des premiers militants du Parti démocratique gabonais, notamment autour des années 70, et il en a été secrétaire administratif, des informations que j'ai eues, de 1972 à 1990. Le secrétaire administratif, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire le secrétaire général ou le secrétaire exécutif du parti. Donc, par exemple, c'est l'équivalent du poste qu'occupe Éric Dodo Bungenza aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a été une des chevilles ouvrières du Parti démocratique gabonais, mais également de la République pendant les années de parti unique, et qui désormais annonce sa mise en retraite. Il prend sa retraite politique à 82 ans, et l'information a été donnée par l'hebdomadaire africain Jeune Afrique, et depuis quelques jours ça crée quand même de l'émoi autour chez les populations, parce que vous savez que des années 90 de 1978 à 2001, Zakari Mimboto a été au gouvernement. Malgré sa démission du gouvernement, il est resté membre du Parti démocratique gabonais jusqu'en 2005, date à laquelle également il va démissionner du Parti démocratique gabonais pour pouvoir créer l'Union pour la démocratie et le développement, l'UGDD, qui par la suite va présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2005 contre Omar Bongo, son ancien patron, mais également, on va dire, plus ou moins mentor politique, mais aussi son beau-fils, entre griffes. Ça, c'est des relations familiales, mais ce qui est sûr, c'est que Zakari Mimboto va manifester un certain mécontentement qui va le conduire à non seulement claquer la porte du gouvernement, mais également celle du Parti démocratique gabonais, et créer sa
propre formation politique, qui par la suite, en le présentant comme candidat à l'élection présidentielle, ne va pas engranger les résultats attendus. Il sera pratiquement parmi les derniers de la liste parce que en 2005, Omar Bongo avait été victorieux face à un adversaire de taille qui était Pierre Mamboundou, et on se souviendra de ce qui en est suivi par la suite. Ensuite, en 2009, lors du décès d'Omar Bongo, Zakari Mimboto va rebeloter avec sa formation politique, l'UGDD, et elle était déjà parmi les formations les plus cotées au niveau de notre landerneau politique, notamment parce que à ce moment-là, l'UGDD avait à peu près avait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ce n'était pas rien. Donc en 2009, il va se représenter. Il aura un score encore pas très très intéressant, notamment 3,93%. Ensuite, il va, en 2010, créer une coalition. Cette coalition, du moins, c'est avec d'autres, qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle l'Union nationale, le parti qui dirigeait jusqu'en mars dernier, parce que son second mandat est épuisé en mars dernier. Donc, évidemment, en créant cette formation, c'est vrai qu'il n'était pas seul. Pour mémoire, pour ceux qui sont intéressés par l'actualité politique nationale, il faut savoir que lorsqu'il y a la création de l'Union nationale, c'est la rencontre de personnalités politiques que des partis politiques, parce que vous avez entre autres André Mbobam qui était également candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2009. Ensuite, vous avez Jean Yegendong qui a été également candidat à l'élection présidentielle de 2009, mais qui s'était retiré par la suite pour soutenir le candidat proposé par l'opposition. Ensuite, vous avez l'homme d'affaires Jean Ntutumungwa, vous avez Paulette Misambo, vous aviez Casimir Oyemba, il y avait également Gérard Elangema et son parti, le Rassemblement national des Républicains, et Pierre Claver Nzengebom qui avait le Mouvement africain de développement qu'on appelait le MAD. Donc, ce sont ces personnalités-là qui vont créer l'Union nationale qui, à la suite, vont porter à sa tête Zakari Mimboto. Et donc, de 2010 à mars dernier, près de 10 ans, Zakari Mimboto a été à la tête de l'Union nationale. Au départ, c'était Mbobam qui en était le secrétaire exécutif. Et aujourd'hui, c'est Mino Ebayar, qui est député de la commune de Mindik, qui en est le secrétaire exécutif. Donc, ça sous-entend que derrière, c'est quelqu'un qui a énormément contribué au débat politique national, mais aussi en 2016, il vous souviendra, lorsqu'il s'est agi de l'élection présidentielle de 2016, il a été un des piliers, un des premiers à monter au créneau. D'ailleurs, c'est à son domicile que s'est décidé finalement les ralliements d'un certain nombre de personnalités autour de la candidature de Jean Ping, qui a fait que Jean Ping a été porté à la tête de la coalition pour la Nouvelle République, donc il en a été le candidat désigné, donc le candidat de l'opposition. Finalement, Zakari Mimboto, jusqu'à aujourd'hui, reste un des piliers autour de Jean Ping, des voix qui comptent autour de Jean Ping, et annoncer sa volonté de prendre sa retraite politique, ça va laisser quand même des traces au niveau de sa formation, qui a quand même beaucoup perdu on va dire, de son statut d'antan, parce que l'Union nationale, au sorti des élections de 2009, avec sa création en 2010, a eu quand même à créer un autre pôle qui devait être considéré comme politique important au niveau de notre pays, notamment avec Mbobam qui en était le secrétaire exécutif. On a vu comment l'Union nationale de 2010, pratiquement au décès de Mbobam, a bousculé le Gabon, a jouer de tous les leviers pour pouvoir s'inscrire dans la logique du débat démocratique. Et Zakari Mimboto a tenu la barre. À un moment donné, on voulait même l'opposer à Mbobam en ce qui concerne le leadership au sein du parti. Or, chacun avait ses attributions. Donc, il en était le président, mais l'animation politique était assurée sur le terrain par André Mbobam, et on a vu l'émulation qu'il y avait autour. Maintenant, quand il annonce qu'il ne pourra pas briguer un troisième mandat, ça crée quand même, ça va créer quelque chose. La situation la plus probable, c'est qu'il y aura quand même une guerre de leadership, je présume, sauf si maintenant les événements viennent à me contredire sur le terrain. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on voit la posture des uns et des autres au sein de l'Union nationale, oui. Pourquoi guerre de leadership puisqu'il est encore là? Non, parce que son mandat a expiré en mars. Oui, mais après... Maintenant, il a annoncé qu'il ne va pas
procéder à un troisième mandat. Oui, il pourrait bien désigner, par exemple, est-ce que c'est possible qu'il désigne la personne qui va lui... Non. Parce que lui succéder, ou alors qu'il influence un petit peu pour le successeur. Il pourra peut-être tirer quelques ficelles, mais il ne pourra pas réellement désigner de dauphin. Parce que à l'Union nationale, ce qui prime, c'est que le choix du président est fait au vote. Et le vote sous-entend qu'il faut présenter un programme. Si, évidemment, ceux qui sont les têtes de proue aujourd'hui de l'Union nationale, en l'occurrence Chantal Mimboto, sa fille, son beau-fils Paul-Marie Ngonju, ou encore le secrétaire exécutif Mino Ebaya, et dans la moindre mesure Jean-Christophe Onungama, qui est également membre de l'Union nationale. Si ces 4 personnalités, peut-être autour de Mimboto, arrivent à se trouver un moyen de s'entendre sur la capacité à pouvoir le remplacer de façon efficace et dynamique à la tête du parti, eh bien c'est sûr qu'on pourra ne pas assister à une guerre de leadership. Mais tout le monde sait que, par exemple, lorsqu'il s'est agi des locales, des dernières locales, et même à la présidentielle de 2016, bon, on ne parle plus de Casimir Oyemba, parce que Casimir Oyemba également, on le voit beaucoup plus aussi aujourd'hui dans la logique de la retraite politique, parce que finalement, quand on essaie un peu de suivre, c'est vrai qu'il arrive quand même à se mettre en avant, mais il a quand même déjà aussi un grand âge, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où si le PDG s'inscrit dans la revitalisation et la régénération, je ne crois pas que c'est l'Union nationale qui va s'inscrire dans une logique de permettre à ce qu'on ait un système gérontocrate qui s'installe au niveau de sa tête. Non, ils vont aussi penser à mettre en relief des jeunes qui soient capables de pouvoir porter le drapeau de l'Union nationale lors des prochaines élections présidentielles, parce que vous savez que 2023, c'est quand même une date charnière pour beaucoup de formations politiques, parce qu'il s'agira peut-être là aussi pour les uns et les autres de retrouver leur indépendance. Ils ont accompagné Jean Ping jusqu'à maintenant. Est-ce qu'en 2023, le consensus se fera encore autour de Jean Ping, étant donné que ce dernier, lui aussi, présente quand même un âge suffisamment avancé qui ferait qu'il soit peut-être mis hors du jeu politique. Maintenant, après, ça reste des messes qui se diront entre les membres de l'opposition. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si les 4 personnalités que j'ai citées ici ne trouvent pas un consensus entre elles, eh bien, on va nous retrouver dans une querelle de leadership. Surtout qu'il y a déjà, par le passé, eu des accusations, des velléités de faire mébat sur le parti par Zachary Mimboto et ce qu'on est qualifié entre griffes de son clan, notamment sa fille Chantal Mimboto et son mari Paul-Marie Ngonju, parce que d'aucuns estiment qu'on a envie d'installer même au sein de l'Union nationale une succession dynastique qui ferait que, bon, ce soit soit de la progéniture ou encore les alliances matrimoniaux qui priment dans la succession à l'Union nationale. Or, l'Union nationale est un parti qui a été créé pour pouvoir fédérer un grand nombre de Gabonais. Parce que si vous vous souvenez aussi, on avait parlé ici de la démission de Gérard Langema avant qu'il n'aille créer sa nouvelle formation, parce qu'il estimait que ce qui se faisait désormais au sein de l'Union nationale, c'était une histoire qui renverrait à un héritage familial. Or, lorsqu'ils ont eu à mettre en place cette formation, ça n'avait pas ces relents. Aujourd'hui, il faut qu'il soit clairement établi de comment va se passer cette succession qui peut soit apporter du boost à l'Union nationale ou encore finalement s'inscrire dans une logique où on pourrait assister à une nouvelle implosion, à des nouveaux départs. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à oublier que beaucoup de personnes sont parties de l'Union nationale à la suite du décès de Mba mais également à la suite des querelles intestines. On a par exemple Annie Léa Meillé qui avait claqué la porte. On a par exemple l'ancien ministre Patrick Eyoredzan qui, à la suite du choix de l'Union nationale de ne pas aller au dialogue politique, lui, il avait choisi de façon individuelle de se présenter et on sait ce qui en est suivi. La plupart des transfuges du parti écologiste qu'on connaît au Gabon aujourd'hui sont des personnes qui sont issues de l'Union nationale, donc par exemple le professeur John Nambo. Donc à ce moment-là, on a quand même aujourd'hui une idée qui doit nous amener à comprendre que la succession de Zachary Mimboto devrait se faire dans un climat qui permettrait à ce que lui-même aussi ait une lecture suffisamment raisonnée et qu'il ait un comportement raisonnable qui ferait qu'on privilégie
l'expression de tous les militants que de chercher à nous inscrire dans une logique de transmission de l'héritage politique par le fait du sang ou encore par l'alliance matrimoniale, mais de rester dans l'esprit de départ qui était celui de l'Union nationale, d'en faire un parti qui est là pour servir de moteur à la démocratie gabonaise et qui, en son sein, doit utiliser ces leviers pour permettre à ce que de l'extérieur, on puisse réellement le voir comme un parti démocratique. Et c'est également la deuxième actualité, c'est celle concernant le Parti démocratique gabonais. Par contre, cette formation politique, elle est désormais dans la sortie du bâton. On est dans la sortie du bâton parce que pendant que le mois dernier, tout le mois de juillet, on nous annonçait par, comme on dit, le téléphone arabe, donc par le Congo-SA, que tel aurait été convoqué au siège. Et bon, on nous disait non, c'est faux, c'est du Congo-SA, notamment le maire de Libreville, notamment Karine Arissani, qui est membre de la chancellerie, notamment les députés qui avaient voté non, du moins qui s'étaient abstenus pendant le vote qui avaient voté non ou qui s'étaient abstenus pendant le vote de la modification du code pénal, et même de l'ancien Premier ministre Julien Korobokal. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous avons désormais une meilleure connaissance de ce qui s'est passé. C'est que exactement ces personnes ont été auditionnées au niveau du secrétariat général, notamment par la commission de discipline du parti. Et cette commission-là les a auditionnés du 7 au 9 juillet dernier. Et lors de ces auditions, il s'agissait évidemment de revenir sur cet environnement, notamment pour les 25 parlementaires et membres du gouvernement. Ça portait sur la modification du code pénal. Par exemple, Julien Korobokala, il a été mis en demeure parce que, du moins, on l'accuse d'avoir brillé par une certaine incompétence en rapport avec la gestion même des informations à fournir aux membres du parti en ce qui concerne la modification du code pénal. Parce que vous savez que le gouvernement est passé par la voie de l'urgence pour pouvoir amener les honorables députés à pouvoir décider de la modification ou pas. Donc c'était un dernier ressort. Or, ce qui est reproché aux députés, c'est que beaucoup se sont inscrits dans la logique de la dissidence vis-à-vis de la directive du parti. Comment vous allez être en dissidence si vous n'avez pas de bonnes informations? Et dès cet instant, ça pose problème parce que lorsque Julien Korobokala et donc le gouvernement a initié la modification, ils ne se sont pas, on voit bien qu'ils ne se sont pas également référés à leur formation politique pour qu'ils commencent d'abord par des débats en interne, parce que s'il n'y a pas de débats en interne au parti, quel mot d'ordre on peut donner à des élus au groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale et qui sera suivi juste parce que c'est une directive du parti? Et surtout que nous sommes... Pourquoi les autres sont sanctionnés alors? On le sanctionne lui de n'avoir pas donné toutes les infos aux autres. Donc on comprend pourquoi les autres ont un peu voté genre en désordre. Alors pourquoi eux ils sont sanctionnés? Mais ils sont sanctionnés parce qu'ils auraient dû, étant membre du parti, faire, on va dire quoi, être dans la logique de... Du mot d'ordre, peu importe. Voilà, du mot d'ordre. Peu importe ce qui se passe, donc ils auraient dû suivre le mot d'ordre. La discipline. Et la discipline est l'apanage du bon militant. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent là-bas. Donc, dès cet instant, le fait qu'il n'y ait pas eu de débat en interne, ça a quand même créé tout un cafouillage à un tel niveau où on a même vu que même les instances du Parti démocratique manquaient de comment on dit, des éléments de langage pour pouvoir défendre plus ou moins cette modification constitutionnelle, cette modification du code pénal, parce que ce qui a primé, c'est qu'on a fait dans la dépénalisation de l'homosexualité. Or, ce n'était pas le débat qui avait été présenté ou soumis aux deux chambres du Parlement. Ce qui avait été soumis aux deux chambres du Parlement, c'était la possibilité de modifier certains articles et faire des amendements sur certains alinéas du code pénal. Or, en n'ayant pas fait un travail en amont au sein de sa formation politique, Julien Korobokala a conduit à ce qu'il y ait cette situation qui a fait qu'on a eu au sein du parti un certain nombre d'éléments qui se sont inscrits en dissidence, notamment qui ont voté non à la modification du code pénal, pas
pas en tant que tel à la dépénalisation de l'homosexualité, mais à la modification du code pénal. Et d'autres se sont abstenus. Et d'ailleurs, on se souviendra que le membre du bureau politique pour le département de la Djouri à Nili, notamment Malika Bongo, avait dit qu'elle s'est abstenue parce qu'elle pensait qu'il y aura un débat un second débat pour pouvoir finalement permettre à ce qu'ils aient une meilleure connaissance du texte. Donc, le caractère urgent du texte a fait que le PDG n'a pas pu donner un mot d'ordre suivi par tous ces députés. Et dès cet instant, les 25 qui se sont abstenus, notamment, aussi bien du gouvernement que du Parlement, aussi bien députés que sénateurs, du Parti démocratique ont été soit mis en demeure, comme pour le cas du membre du comité permanent du bureau politique, Julien Kromokal. Ça veut dire quoi, mise en demeure? Ça veut dire c'est un avertissement en réalité. C'est un avertissement. C'est une façon de leur dire que ce que vous avez fait n'était pas bien. D'accord. Vous nous avez induit en erreur, vous avez conduit le parti pratiquement à être au bord d'une dissidence et ce n'est pas normal. Il fallait nous donner plus d'informations. Et c'est ce qui a été également reproché aux députés et sénateurs qui n'ont pas suivi le mot d'ordre. Ensuite, il y a le cas du maire de Libreville. Vous savez que le maire de Libreville est membre du bureau politique et à cette qualité, il a quand même un droit de réserve vis-à-vis de la personne du distingué camarade président de leur formation, donc qui est le Parti démocratique gabonais. Et sauf que chacun se rappellera du point de presse qu'il avait animé et dans lequel il disait, là c'était pas un montage parce que tout le monde a pu suivre cette actualité. C'était pas un montage, il disait qu'il était à la mairie pour sécuriser les votes pour 2023 d'Ali Bongo Ondimba. Et c'est sur Tout le monde a vu la vidéo là. Voilà. Et c'est sur ces propos-là qu'il a été, lui, averti par la commission de discipline dirigée par le MBP Syrian Bourandjami pour éviter qu'il soit dans une situation où il prononcerait, où il indiquerait, il voudrait faire croire aux populations que au niveau, et même aux militants, à leurs militants, qu'au niveau de la mairie de Libreville, on procède par discrimination parce qu'on est élu, on est là pour sécuriser le vote d'Ali Bongo, donc on embauche un certain... Donc en réalité, ce qu'on reproche à Léon Nzoué, c'est l'expression clientéliste. Donc le fait qu'il se soit prononcé dans une logique de clientélisme politique par l'embauche qu'il fait à la mairie pour sécuriser les votes pour Ali Bongo à l'élection présidentielle de 2023. Ensuite, il y a le cas de Karine Arissani. Tout le monde a pu également suivre cette actualité où elle a débarqué dans le domicile ou au domicile d'une de ses anciennes militantes, du moins de ses anciennes protégées, Elsa Boukandou, pour pouvoir lui refaire le portrait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au finish, elle avait quand même un problème parce que le problème, c'est qu'elle y allait avec un t-shirt à l'effigie du distingué camarade président. Et au-delà de cet acte, il y a eu d'autres sorties sur les réseaux sociaux, des sorties parfois qui n'ont rien à voir avec les activités qui sont les siennes au sein du parti, mais qui ont pour tendance à ternir l'image du parti. Et c'est la raison pour laquelle elle a été suspendue de ses fonctions au sein de la chancellerie du Parti démocratique gabonais. Donc, grosso modo... Elle fait toujours partie du parti. Mais elle est membre du parti, elle est toujours de la chancellerie, mais elle a un moment où on lui a indiqué une période pendant laquelle elle ne pourra plus exercer ses fonctions au sein de la chancellerie, donc au sein du parti. Et sans prévaloir aussi. Voilà, et sans prévaloir, exactement. Donc elle ne peut plus dire qu'elle fait partie de la chancellerie. Pendant la période qui lui a été notifiée. Donc, dès cet instant, ce n'est pas une exclusion comme on a pu le lire partout. Le parti était fâché, hein? Le parti veut quand même briller par l'exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, cette formation souffre quand même aussi d'un problème. C'est l'hypocrisie politique qui règne au sein de cette formation. C'est qu'on a des militants qui, de jour, du moins professent leur foi aux idéaux du parti, professent leur attachement indéfectible à leur distingué camarade président, mais qui, de nuit, sont dans les messes basses, et qui finalement travaillent même
pour la déstabilisation du parti dans un certain nombre de régions à travers le Gabon. Donc, je crois que ce qui a animé le conseil de discipline de cette formation, c'était l'ambition de rappeler à chacun des membres de cette formation que nul n'est au-dessus des instances du parti et que force reste au parti en ce qui concerne l'adhésion et même on va dire quoi, la sortie du parti. Et dès cet instant, chacun devra obéir aux lois et aux règlements qui concernent le Parti démocratique gabonais, du moins des textes qui régissent son fonctionnement. Et je crois qu'au finish, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le Parti démocratique gabonais entend désormais s'inscrire dans une logique de bâton pour pouvoir ramener les brebis galeuses à la raison. Tu voulais demander c'est qui les brebis galeuses. Voilà, c'est le genre de questions comme ça que tu aimes. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth aussi y est avec nous. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.